bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et je suis très content d'être là avec mon deuxième ligne de 2 mètres, c'est un certain Théodore de Saint-Rémy, ancien Racingman. Très content que tu sois là avec moi, Théo. Mais ravi également de te retrouver au démarrage de cette saison automnale qui, comme souvent, nous donne de l'énergie et de la joie. Oui, surtout parce qu'il y a énormément de rugby à regarder bientôt. On va en parler de ça. Mais tiens, est-ce que tu as pu écouter la dernière épisode là avec Nicolas Godignon? Mais bien sûr, j'ai écouté l'épisode avec Miguel Fernandez d'abord et celui avec Nicolas, l'interview que tu as faite qui est vraiment vraiment formidable. Donc je vous recommande tout à fait cet épisode. Et j'ai vu qu'en plus à la fin tu as réussi à faire un clin d'œil à nos copains de Binous USA. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de boire une petite bière américaine à ta santé et à celle de nos amis d'outre-Atlantique. En tout cas, un chouette épisode, un parcours de vie, le regard sur ce que peut devenir le rugby aux États-Unis. C'est un petit peu en gestation. C'est un sport tout à fait anecdotique aux US, mais je pense que c'est un sport qui a beaucoup de choses pour réussir là-bas. Donc, ils sont peut-être au départ de quelque chose. Et comme le championnat est naissant, il va attirer de plus en plus de joueurs, je pense qu'on connaît, qui auront envie d'aller vivre une expérience anglophone, une expérience américaine. Bon, même si là, on est à la veille d'élection, à l'heure où on se parle, on ne sait pas si on n'est pas sûr que ce sera l'endroit où on aura absolument envie d'aller, mais c'est pas grave. Si le rugby s'y porte bien, nous on sera contents. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder à la télé le match, je pense que c'était Stade Français La Rochelle, et c'était pas, on va dire, ça me donnait envie de voir d'autres choses en fait, on va dire, et en fait j'ai tombé sur un match Florida Gators against the Georgia Bulldogs. En fait Georgia, là où il a joué Richard Tarditz en fait, donc il jouait foot américain universitaire, donc j'étais en train de regarder ce match, et en fait c'était sur BN, et il y avait un lien direct, en fait c'était pub américaine, en fait tout était en anglais. Et donc c'est pour moi, d'un coup j'étais transporté après cet épisode sur le New Orleans, en fait j'étais transporté pour le soirée aux States, et c'était dingue en fait, où il y a que des pubs sur les grosses 4x4, sur le McDo, etc. Et en fait ce qui était vraiment frappant, et on n'a pas ça en France et c'est une bonne chose, c'est que j'avais que des pubs pour Trump en fait, et c'était parce que bien sûr c'est des hommes qui regardent ça, on va dire la plupart des personnes qui regardent le foot US, ça va être des jeunes hommes, donc en fait il y avait tous les 20 minutes un pub pour Trump. Et en fait en France on n'a pas ça, et je trouve que c'est une très bonne chose en fait, parce que c'était que Kamala Harris et et c'est rien, elle va juste faire la même chose. C'était incroyable les choses qu'il disait. Et il compte beaucoup malheureusement pour nous en tant qu'hommes sur l'électorat masculin, et j'ai lu un article français qui m'a fait rire, c'est Make America Great Again, Make MEC, du mec, tu vois. Oui. T'as mis du temps à comprendre, mais ça y est. Ça touche. Bon, on va pas parler politique tout le long, mais c'est vrai que le moment où cet épisode sortira, il y a forcément un nouveau président. Ça va être soit Kamala Harris ou Trump à nouveau. Mais en parlant de mec, on a aussi dans la dernière épisode, on a parlé de mec aussi parce qu'on a parlé avec Stéphane Beaumont par rapport à Movember. Et comme tu constates bien, mon cher Théo, j'ai un joli moustache. Absolument. De D'Artagnan, je dirais. Superbe. Absolument, elle te va extrêmement bien, et je sais aussi qu'on a créé un petit espace Pack de Potes sur le site de Movember. On peut participer à la collecte pour la recherche contre les maladies masculines, de santé masculine, et donc on vous invite à aller faire un tour bien sûr sur Movember, et si vous avez envie de faire un petit don, taguez Pack de Potes. Oui, c'est exactement ça. Vous allez sur le site frmovember.com, vous cherchez Pack de Potes, vous allez soit voir mon visage à moi, ou vous essayez de trouver Pack de Potes, vous cliquez dessus pour faire un petit don. On va essayer de faire, on a un petit objectif de 100 € pour nous tous, des potes de notre pack, ça peut être sympa. Taguez-nous sur Instagram aussi, et bien sûr on va partager ça avec grand plaisir. En parlant de ça, on a eu un petit mot sur Facebook. Oui, on a eu un petit coucou extrêmement sympa de Vincent qui nous dit des choses tout à fait adorables, qui nous dit que Thierry & Co font un super boulot, qu'il a un vrai plaisir à écouter nos podcasts, qu'on n'est pas trop sectaire, et que les gens qui connaissent pas trop le rugby peuvent prendre beaucoup de plaisir en nous écoutant. On adore ce genre de feedback, donc n'hésitez pas. On avait aussi un certain Sylvain qu'on voit un peu moins ces derniers temps, donc Sylvain, si tu nous entends, on serait ravis de t'entendre à nouveau, parce qu'on aimait beaucoup tes commentaires. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus sur Insta ou sur Facebook pour nous faire un petit coucou, ça nous motive.
Et en parlant des copains, notre copain Charlie, il est sur la voie de récupération en ce moment, donc on pense bien fort à lui. Bon, on va vraiment, dans cet épisode, on va parler de quoi finalement dans cet épisode, mon cher Théo? Eh bien, tout simplement, on va se retourner vers le dernier Autumn Nations en date, c'est-à-dire celui de 2022, puisque l'année dernière, à cette époque-là, tu te souviens que c'était évidemment la Coupe du Monde, où les Français avaient reçu en 2022 les Australiens, les Sud-Africains et les Japonais. Donc, on va se rappeler ces résultats et puis regarder un petit peu ce qui se passe maintenant devant nous. Quel est le programme? Il est fort alléchant et il y a déjà eu un petit peu d'actualité internationale rugby ce week-end. Donc, on va pouvoir aussi tirer quelques enseignements. Et bien entendu, on dira un petit mot sur le top 14 quand même. Allez, on y va. Oui, c'est exactement ça. C'était en 2022, les dernières Autumn Nations. En fait, la France avait 3 matchs de grande taille. La première contre Australie, on avait gagné 30-29. Le deuxième contre Afrique du Sud, on avait quand même gagné 30-26. Et voilà, la dernière contre nos copains des Japonais, 35-17. Donc, plutôt très, très bien dans ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'équipe, on va dire, à ce moment-là, c'est très similaire à ce qu'on a même aujourd'hui. On avait Baye, Marchand et Antonio, 1, 2 et 3. 4 et 5, c'était Woki et Flamand. Donc Woki, c'est intéressant parce que on le voit plus, lui, en ce moment sur l'équipe de France. 6, 7, 8, c'était Jelange, Olivon, Aldrit. Et on voit vraiment, bien sûr, Dupont, Ntomac, et avec en centre Danti, Ficou, Meofana et Penaud en 11-14 et Ramos en 15. Et en fait, c'est presque la même équipe qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est extrêmement proche, modulo les blessures. On a effectivement Cameron Woki qui est un petit peu sorti des radars, qui a fait le choix d'aller au Racing, dans lequel il fait parfois de très bons matchs, parfois un peu moins bons. Et en tout cas, est-ce que c'est concomitant avec ça, j'en sais rien, mais il y a aussi l'éclosion quand même de Meafou et la confirmation très forte de Flamand qui était déjà là mais qui est vraiment maintenant incontournable. Donc peut-être que ça devient difficile en dehors de cet alignement-là de venir trouver sa place pour Cameron Woki qui est un gabarit un peu plus léger, tout simplement, un peu plus athlétique sur un autre type de jeu. Et ce rôle-là aujourd'hui, il est plus porté par un Thibaut Flamand. Donc on voit cette équipe d'il y a 2 ans, c'est presque, on va dire, la même, ou c'est très similaire, on va dire, que l'équipe d'aujourd'hui. Une chose qui a changé quand même, c'est les coachs avec Fabien Galtier. Oui, autour de Fabien Galtier, qui est toujours, on va dire, la poutre maîtresse de ce staff. Il y a eu du nouveau, puisqu'on a maintenant Patrick Arletaz qui est en charge de l'attaque, Laurent Sampéré plutôt des avants, et puis Nicolas Jean-Jean qui a été un peu promu, directeur de la performance. Il y avait Raphaël Ibanez qui avait été un petit peu sorti du dispositif après la Coupe du Monde 2023. Je pense qu'il avait besoin de penser à autre chose. La déception peut-être était trop forte. Et là, visiblement, il revient, peut-être un petit peu par la fenêtre. En tout cas, il revient puisqu'il est censé maintenant incarner le cadre et les valeurs de l'équipe de France autour du cadre de vie global. Donc, c'est évidemment une conséquence du séisme de Mendoza, on va dire, pour avoir des règles de vie, de représentation et de responsabilité en tant que porteur du maillot de l'équipe de France sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, qui doivent être peut-être incarnés et plus clairement définis par quelqu'un. Bon, ça fait un peu rôle de père fouettard, c'est assez particulier, je trouve, pour Raphaël Ibanez, mais en tout cas, je pense que c'est intelligent, étant donné la crise qu'a traversé le rugby, de faire évoluer le staff en ce sens. Est-ce qu'il est la bonne personne pour ça? La suite nous le dira, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne décision. Ouais, on est content de l'avoir avec nous, on va dire. C'est toujours, on a beaucoup de sympathie, je trouve, pour Ibanez, ça c'est certain. Absolument. Allez, si on parlait de notre Autumn Nations en ce moment, c'est déjà démarré en fait ce week-end dernier avec 2 matchs. La première, en fait, c'était le grand match du week-end, c'était l'Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Alors pour Nouvelle-Zélande, il y a plus de Aaron Smith, mais ils étaient 3 sur 3 pour les Barrett Brothers. Il y avait Boden Barrett qui jouait à 10, Jordi en 12 et le grand Scott Barrett en 4 qui était aussi capitaine. Chez les All Blacks, c'est quand même fort dans les arrières, on va dire. Il y a Will Jordan en 15 et le 14 Mark
Telia, quand même, il est très, très bon. En troisième ligne, c'est quand même chaud aussi. Sam Cane, plus l'éternel Hardy Savia, et le jeune star Wallace Tititi. Si vous avez regardé le match, c'est un nom que vous allez souvenir, en fait. Les Anglais, on les connaît bien. Gange, George dans la première ligne, Itoje dans la deuxième ligne, Tom Curry de retour dans la troisième ligne, et Marcus Smith, qui est là pour on va dire, remplacer le néo-parisien Owen Farrell. Le match démarre avec une première pénalité grâce à un grand plaquage de Chandler. C'est pas Chandler de Friends, mais c'est Chandler Cunningham South, de troisième ligne de l'Angleterre. Donc c'est 3-0 grâce à des pieds de Marcus Smith. Telia, il contre le pilier Gange dans le couloir, donc assez logique. Et après, c'est un petit croisé entre Beauden Barrett qui va ouvrir pour Will Jordan. 14-6 pour Nouvelle-Zélande. Donc 2 jolis essais pour les All Blacks. Mais les Anglais restent quand même dans les matchs avec des grands plaquages dominants qui poussent les Blacks à les fautes. Donc 14 pour les All Blacks et 12 pour les Anglais à la mi-temps. Pas beaucoup d'attaques, on va dire, pour l'Angleterre. Ils jouent plutôt la défense et ça paye avec une interception par Marcus Smith. Il va servir son allié qui va le marquer, Emmanuel Feye-Wabuso. 19-14 pour l'Angleterre. L'attaque des Blacks n'est pas très inspirée, à l'exception, on va dire, du numéro 6, Tititi. Ils reviennent un peu dans le match avec un autre essai de Telia. Il faut faire gaffe à lui quand on joue contre les All Blacks, franchement. À la fin de match, un gros tête contre carton contre les All Blacks. Ça offre la pénalité de la gagne pour George Ford, mais il va l'arrêter, poteau. Mais malheureusement, on n'en vend pas les Blacks sur leurs 5 mètres. Donc ça donne un mêlée pour les Anglais et 1 minute pour marquer et bien commencer leur Autumn Nations. À 14 contre 15, il y a un drop pour un petit clin d'œil à Johnny Wilkinson qui est là dans les tribunes. Et non, le drop de George Ford passe à côté. 22-24 et c'est les Blacks qui gagnent. Oui, comme toujours, on le dit souvent dans ce podcast, les confrontations Angleterre-Nouvelle-Zélande sont jamais des matchs à rater. C'est vraiment les inventeurs de ce sport contre les rois de ce sport. Donc, on peut pas rater des telles confrontations. En plus, dans le temple du rugby qu'est Twickenham, à domicile pour les Anglais. Enfin, c'est toujours des confrontations fantastiques et celle-là a vraiment été fidèle à la réputation de ces matchs. Ça s'est joué sur un rien, tu l'as dit. Extrêmement cruel pour George Ford qui rentre après un Marcus Smith qui avait été assez étincelant et George Ford il est quand même vraiment en cause sur le dernier essai de Telia parce qu'il se trouve un peu en défense. Bon, je dis pas que c'est facile de défendre le long de la ligne contre Telia. Ouais. N'empêche que c'est quand même lui qui a loupé et ensuite il loupe et la transformation et le drop de la gagne. Donc forcément mal de tête pour lui après le match et énorme déception personnelle. Ensuite j'ai été assez marqué par le fait que les Blacks comme toujours, ne lâchent rien. Ils ont pourtant été assez quelconques en deuxième mi-temps. Ils ont fait beaucoup d'erreurs en touche, beaucoup d'erreurs sur les ballons hauts. Ça leur ressemble pas. Et donc, je trouve que les conditions étaient un petit peu réunies pour que les Anglais, qui avaient fait un match tout à fait féroce, comme ils aiment faire, avaient fait le nécessaire, je trouve, pour passer devant. Mais voilà, les Blacks sont éternels. On a un Telia qui marche sur l'eau, qui est effectivement un ailier de grand talent. Et alors moi, ce Tititi que je voyais jouer pour la première fois m'a totalement bluffé. Je pense que s'il confirme, ça va être le grand bonhomme des Blacks pendant quelques années à venir. Il n'a que 22 ans. Il a un gaz, une capacité à prendre des intervalles, à faire jouer derrière et à défendre. Tout ça réuni en un seul bonhomme aussi jeune. Tout à fait impressionnant. Donc moi, je suis toujours content de voir éclore des grands talents comme ça pour notre sport parce que c'est la garantie de se régaler. J'espère aussi qu'on pourra les battre quand même, mais ils m'ont fait forte impression et je pense que le match du 16 novembre pour les Français, ça va être un sacré rendez-vous parce que les Blacks ont l'air quand même dans de très très bonnes dispositions. Ouais, tu l'as dit, j'avais l'impression que tout le monde était à 10, mais lui, il était à 11. Parce qu'il avait un autre, incroyable. À une autre vitesse, en fait. C'était super, en fait, c'était marrant parce qu'au début de ce match, on disait, tiens, peut-être c'est l'Angleterre qui va quand même, va le gagner. Il y avait notre copain à nous, Joe Marler, qui disait qu'il détestait le haka. Il y avait le Swing Low Sweet Chariot pendant, et voilà. Donc c'était un peu, on sentait que l'envie des Anglais était bien là, mais finalement, on va dire dans la réalisation, c'était pas le cas. Oui, j'ai vu la polémique autour de Marler qui a été un petit peu accablé visiblement sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'il aurait fait un crime de lèse-majesté en disant qu'il aimait pas le haka. Moi, j'aime beaucoup Marler en général, tu le sais, parce qu'on en a souvent parlé. Je trouve que c'est un joueur atypique, c'est un joueur qui fait rayonner aussi un petit
un petit courant d'air frais parce qu'il est pas trop conventionnel comme gars, donc j'aime bien. Et je trouve qu'il manque pas de culot de dire ça. J'aime pas le haka. Et moi, je suis un peu comme lui. J'aime pas beaucoup. J'aimais bien le haka avant, mais j'aime pas tellement ce que c'est devenu. Je trouve que c'est trop violent dans les symboles. Ouais. Et je trouve que ça met cette équipe sur une sorte de piédestal avant le match qui met tout le monde en face dans une espèce de dimension d'infériorité que je trouve un petit peu artificielle, un petit peu désagréable. Et je trouve que les Blacks sont largement assez impressionnants sur le terrain pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter avec un haka de plus en plus scénarisé. Donc, un point pour Marler, me concernant. Ouais, peut-être on devait l'inviter s'il parle français, je sais pas, mais on peut parler anglais avec lui. Ça me paraît pas gagné. Mais en fait, il prend sa retraite aussi finalement. Il a soit 95 sélections. Bah, il va pas faire les 100 sélections. Il a dit qu'il prenait sa retraite encore. Donc voilà. Bon, le deuxième match de ce week-end, en fait, c'était l'Écosse contre Fidji. En fait, pour moi, dans ma tête, c'était deux équipes assez égales, mais bah non. C'était 57 avec 9 essais pour l'Écosse, notamment le jeune Darcy Graham. Je sais pas s'il est jeune maintenant, mais il est toujours aussi vif. En gros, il marquait un essai tous les 15 minutes pendant 60 minutes. Donc, 4 essais pour lui. Mais 9 essais pour l'Écosse. Assez étonnant contre un Fidji que normalement, pour moi, ils sont un peu ex aequo, en fait. Oui et non, c'est-à-dire que les Fidjiens sur une Coupe du Monde, en général, ils arrivent à très bien figurer parce qu'ils ont un temps de préparation qui est long ensemble. Mais il faut pas oublier que les Fidji, c'est un tout petit pays, c'est même un archipel. C'est des joueurs qui sont tellement talentueux, qui sont éparpillés aux 4 coins du monde, là où les clubs les appellent et ont besoin d'eux. Et donc c'est quand même une nation qui a beaucoup de mal à se réunir de façon régulière pour passer des paliers en équipe. Donc tous les 4 ans, ils mettent un gros coup. Ils passent 2 mois ensemble et ils arrivent en étant dangereux parce qu'ils ont construit quelque chose. Et puis quand ça repart entre les Coupes du Monde, c'est une équipe qui a toujours du mal à figurer contre les nations structurées de notre sport. Et l'Écosse, malgré tout, même si c'est une, entre guillemets, petite nation européenne, est quand même une petite grande nation, voilà, et a des infrastructures que n'ont pas les Fidjiens. Donc, ce score ne me surprend pas tellement, tout simplement parce que je pense que en cours d'automne, comme ça, en milieu de saison, etc., pour les Fidjiens, c'est extrêmement dur de rivaliser. Bon, on va voir toutes ces équipes dans la semaine 2. Semaine 2 qui va commencer avec Irlande contre Nouvelle-Zélande à Dublin. Donc, ça va être bien sympa, celle-là, le vendredi soir. Ça aussi, là, je te coupe, Thierry, excuse-moi, mais Irlande, All Black à Dublin, arrêtez tout. Il faut regarder ce match. On sait l'équipe extraordinaire qu'est l'Irlande ces dernières années. On sait la déception majeure qu'ils ont vécue à la Coupe du Monde puisqu'ils se sont fait sortir par les Blacks en quart de finale, si ma mémoire est bonne. Donc, ils ont une revanche à prendre. Énorme, et je pense que là ça va être un match dantesque. Les Blacks viennent de battre les Anglais, s'ils battent les Irlandais, ils viendront en France après pour faire une tournée invincible contre les 3 meilleures nations européennes. Donc le décor est planté pour voir un gros match, donc débrouillez-vous mais ne ratez pas ce match. Ouais, c'était ça, c'était 28 pour Nouvelle-Zélande contre 24. C'était un sacré match qui jouait à rien. C'était vraiment le match du Coupe du Monde en fait. Celle-là, c'était un sacré truc. Donc ça, c'est vendredi. Samedi, on est plutôt bien servi aussi. L'Angleterre contre Australie, Italie contre Argentine et bien sûr notre match France contre Japon. On va en parler après. Dimanche, ça est sympa aussi parce qu'on a Pays de Galles contre Fidji et si vous vous souvenez, c'était un super match, un des meilleurs matchs de Coupe du Monde aussi, 32-26. Il avait été fantastique. Ah ouais, j'avais vu avec Charlie l'espèce de zone où on pouvait regarder sur le Concorde, c'était vraiment sympa. Et après, il y a Scotland pendant l'Écosse contre Afrique du Sud. Et en fait, c'était un match assez bizarre dans le Coupe du Monde. Le score était 18-3 pour l'Afrique du Sud, mais de mémoire, en fait, Écosse, ils étaient complètement impuissants face à l'Afrique du Sud. C'était incroyable. Donc, il y a quand même des sacrés matchs la semaine prochaine. Oui, puis la semaine d'après, on enchaîne avec l'Irlande qui recevra l'Argentine, l'Écosse, le Portugal. Là, ce sera peut-être un petit peu plus facile pour eux que contre l'Afrique du Sud. L'Angleterre recevra les Sud-Africains champions du monde, donc les Anglais, c'est aussi un sacré défi. Hein. Là, ils viennent de perdre contre les Blacks, il faut absolument qu'ils battent les Australiens et derrière, ils reçoivent les champions du monde. Gros programme. France, Nouvelle-Zélande, bien sûr. Donc ça va être absolument fantastique et un très grand rendez-vous de notre automne. Et puis l'Italie jouera contre la Géorgie et le Pays de Galles contre l'Australie. Ça aussi, ça avait été un sacré match à la Coupe du Monde.
Pour la semaine 4, c'est nous, on va démarrer le vendredi soir avec France contre Argentine. Après, c'est Irlande, Fidji, Pays de Galles, Afrique du Sud, Italie, Nouvelle-Zélande, Écosse, Australie, Angleterre, Japon. Et la dernière match de ce Autumn Nation, ça va être Irlande contre Australie. Et comme on a un petit côté américain, pour info, les États-Unis, on va jouer contre Portugal, contre Tonga et contre l'Espagne. Donc on va voir si les États-Unis s'améliorent de petit à petit dans le rugby. De notre 15 de France à nous, en fait, on va parler de ce fameux liste de 42. Ça a changé un tout petit peu tous les semaines, ça change un peu. Mais en fait, si on démarre avec cette première liste de 42 qu'on a eu, j'ai noté pas mal de nouveaux têtes. Moi, j'avais compté environ 5 personnes avec leur première sélection, dont les avants, si on va parler des avants. Ensuite, pas mal de personnes avec 2 ou 3 sélections. Donc, un peu de nouveau sang, on va dire, pour les avants. Ouais, il y a 2 sorties importantes, on va dire 3 parce que Cameron Woki sort du groupe alors qu'il avait été quand même assez présent ces dernières années. Et puis on a 2 blessés qui sont Ouni Antonio et Marchand, le Toulousain, qui sont tous les 2 blessés. On espère les revoir sur les matchs d'après, mais pour l'instant ils sont pas là. Bon, c'est quand même des joueurs importants pour ce 15 de France, donc c'est une petite question, puisque la première ligne devra se passer de ces deux gros clients. Pour autant, on a d'autres très bons joueurs, comme tu le dis, qui rentrent, Gaëtan Barlow Le Castret, Pierre Beauchaton, et puis d'autres jeunes, Marco Gazzotti qui joue à l'UBB, qui a fait une très très grosse fin de saison, qui est un super joueur, champion du monde moins de 20, et puis moi j'aime bien voir arriver également comment s'appelle-t-il, Tevita Tatafou qui joue à Bayonne, qui est un Tongien d'origine mais qui est français, et qui a 0 sélection. Donc de la curiosité de voir ces nouveaux joueurs, et puis des tauliers, Movaca, Meafou, Jelonge qui revient après sa blessure, Olivon, Roumat qui fait son petit bonhomme de chemin, qui devient maintenant, qui a finalement piqué la place de pas mal de monde à force de jouer dans un tel collectif du Stade Toulousain et de faire des très gros matchs, donc super pour lui. Et puis bien sûr un petit clin d'œil à Georges-Henri Colombe, notre mammouth préféré, il en faut toujours un. Donc Ouni Antonio n'est pas là, mais Georges-Henri Colombe sera là pour mettre ses 145 kilos dans la balance, et ça c'est toujours bon à prendre. Ouais, je pense que j'ai lu que peut-être Antonio va être de retour, mais je suis pas 100% certain. Mais ça peut être le cas. Bon, on est avec les nouvelles qu'on a pour l'instant. Moi, j'avais noté qu'il soit de retour contre les Blacks. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est certain. Moi, j'avais noté qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Regis Montagne, qui pèse 133 kilos. Je trouve ça pas mal, en fait, comme nom, lui qui venait de Clermont, mais en fait, il est blessé aussi, apparemment. Et voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que Roumat, en fait, il est très élégant, je trouve, gracieux, il bouge bien. C'est un joueur magnifique. C'est vraiment un joueur magnifique qui sait tout faire, qui a à la fois du gabarit, et c'est une sorte de faux lent, mais on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il est dans un bon jour, il fait des matchs de très très grande qualité, une très belle qualité à jouer dans les intervalles, à faire jouer derrière lui, et il est aussi très bien entouré au Stade Toulousain, donc ça bonifie tout simplement. Et il a fait le choix aussi, lui, de quitter l'UBB, qui était pourtant un grand club, d'aller au Stade Toulousain. C'était un sacré défi, de devenir titulaire au Stade Toulousain quand on sait ce que c'est. C'est un challenge. Il l'a relevé, et maintenant ça se traduit en équipe de France. Tant mieux pour lui. Et content de revoir Jean-Baptiste Gros aussi, 25 ans avec 29 sélections. Il est bon, lui. Oui, c'est une sorte de valeur sûre, et il faut toujours des gros dans un pack. C'est certain. Allez, les arrières, on voit quand même un peu de nouveautés, mais un peu moins que des avants. En fait, il y a que 3 personnes avec 0 sélection, un peu plus de bouteilles, on va dire, avec des noms très très connus. Oui, alors moi je suis très content de voir revenir Gabin Villiers, qui avait un petit peu disparu, qui avait fait des matchs préparatoires à la Coupe du Monde qui n'avaient pas été excellents, et qui avait souffert à la Coupe du Monde, et qui s'était fait un peu piquer sa place par Louis Bielbiarré en particulier, si ma mémoire est bonne. Il revient dans le groupe, je trouve ça top, parce que c'est un joueur qui avait montré des choses assez exceptionnelles les années d'avant. Il a ensuite joué de malchance avec les blessures, et j'espère qu'il pourra se rattraper et revenir sur le devant de la scène. Je suis curieux de voir
Antoine Frisch, que j'ai assez peu vu jouer avec l'équipe de France, puisqu'il a commencé pendant la tournée estivale. Et c'est un joueur dont on connaît le parcours tout à fait étonnant, puisque c'est un Français, mais qui s'est révélé en jouant à Leinster en Irlande, et qui est maintenant sur le territoire français, puisqu'il joue à Toulon depuis cet été. Donc très belle découverte aussi au centre, et c'est peut-être un joueur d'avenir, parce qu'il est quand même très polyvalent, très costaud. Il va bien falloir trouver des remplaçants à nos inoxydables Ficou et Danty, qui commencent à approcher dangereusement la trentaine. Et puis enfin un clin d'œil également à Paul Coste, donc le blondinet, le feu follet blond du Stade Toulousain, fils d'Arnaud Coste, qui était un joueur exceptionnel, qui a pas eu la carrière qu'il méritait en équipe de France à mon sens, et on est content de le voir arriver à ce niveau-là. Espérons qu'il se laisse pas aller en conférence de presse à raconter des conneries comme la dernière fois, mais je pense que ça lui a peut-être servi de leçon, parce qu'il avait fait une sorte de bad buzz en racontant n'importe quoi sur les médias. Donc Paul, s'il te plaît, concentre-toi sur le prêt. Bah, c'est marrant parce qu'il est assez petit pour un centre, mais j'avais regardé un peu exprès lui dans un des derniers matchs que j'avais vu de Stade Toulousain, et franchement, bah, il est hyper présent en défense, donc je comprends pourquoi il a été choisi, parce qu'il est partout en fait, même s'il n'est pas à 100 kilos. Il a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a une très très grande vivacité, qui a des super appuis, qui a un sens du rugby qui est exceptionnel. C'est pas un très gros gabarit, mais il compense avec tellement de qualités à côté que ça peut tout à fait le faire à haut niveau. Et puis on a quand même la chance d'avoir autour de lui une série de cadors, de joueurs assez extraordinaires, que ce soit Penaud, Ramos, Jalibert. Bon, Dupont qui revient après son passage au 7, couronné de succès, sur lequel on pourrait faire des émissions entières et même écrire des bouquins, tellement il nous enflamme à chaque fois. Donc des jeunes joueurs comme ça vont être aussi encadrés par d'autres qui ont fait leurs preuves, qui sont très très solides, et donc je pense que ça peut être une alchimie qui fonctionne. Si on parlait rapidement des lignes, moi je trouve que la première ligne, peut-être on est un petit peu vieux, peut-être, je sais pas, avec Antonio qui est là, Wardy qui est pas tout jeune non plus, si je me trompe, à 29 ans, Gros qui est assez jeune, et Colombe qui est assez jeune aussi, donc je me dis tiens, peut-être c'est parce que Baye n'est pas là, mais ouais, j'étais un peu étonné de me dire tiens, on a quelques nouveaux noms dont ces 42 que je connais pas forcément, et peut-être c'est une bonne chose aussi. Oui, Baye à force n'est pas très jeune non plus, donc il est temps de penser à la relève. Ouni Antonio, c'est un joueur qui est quand même pas tout jeune, qui doit avoir 34 ans. Il a donné énormément, donc à un moment il va bien raccrocher. Donc je pense que aujourd'hui, des joueurs comme Colombe, comme Laclayat qu'on avait vu une première fois, qui là n'est pas dans le groupe, qui fait des performances un petit peu en dents de scie avec le Racing, etc. Pour l'instant, il tarde un peu à s'imposer, parce qu'ils sont derrière des monuments. C'est vrai que c'est quand même pas facile de prendre la place d'Antonio ou de Marchand en équipe de France. C'est quand même quelque chose. Mais il est temps. Il est vrai que des premières lignes très costauds et très prometteurs tapent à la porte. J'ai vu le match de l'équipe d'Angleterre. Il y en a 2-3 qui sont quand même pas mal, qui sont jeunes. Donc il va falloir qu'on mène du monde pour rivaliser en face de ces gars-là. Donc il est temps. Faut mettre le réveil, et je pense qu'il est l'heure là. Je trouve que la France est toujours bien fournie quand même en talonneur, avec Movaca, Marchand, Barolo. C'est quand même pas mal à ce niveau-là. En talonneur, on est très gâté. En pilier droit à pilier gauche, c'est un peu plus discutable. Ouais. Voilà. Deuxième ligne, en fait, si on dit Flammeau, Meafou, génial. Mais après, en fait, Théo Fifenois quand même, qui est un taulier là depuis très longtemps. Il y a le jeune Guyard aussi. On n'a pas parlé de lui, mais il me semble, un des meilleurs gratteurs de ballon dans le top 14 l'année dernière à Lyon, à Lou Rugby. Donc c'est quelqu'un, il faut qu'on garde un œil sur lui, en fait. Oui, je pense que là, avec Flamand et Meafou, on a quand même un attelage qui est censé aller quasiment jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Ils sont tellement bons tous les deux, et ils ont tellement une complémentarité extraordinaire que, sauf catastrophe, c'est quand même l'attelage des 5 prochaines années qui tiendra la corde. Maintenant, en deuxième ligne en France, on a quand même de la chance. On en a pas mal. Il y a des jeunes. Là, je pense que le but, c'est de les jeter dans le grand bain, de voir ce que ça donne, de leur donner un petit peu de temps de jeu. Mais pour moi, c'est pas le poste sur lequel on a le plus de soucis à se faire. Troisième ligne, c'est toujours au top, je trouve, avec Ro, Aldrit, Olivon, Jelons, Romat, Noti, Gazetto. Mais c'est quand même incroyable au niveau de troisième ligne. On est très, très gâtés.
très gâté. On n'a pas de point faible. On a la capacité à faire tourner des gens avec des profils différents. On a des perce-murailles, des joueurs aériens, des gratteurs absolument invétérés. Donc vraiment beaucoup de réserves sur ce poste-là et des grands joueurs. Je pense que l'absence, on l'a dit, sur les deuxième lignes et les troisième lignes, là, de Doragdou et de Jégou ne choquera personne étant donné les circonstances et l'affaire judiciaire qui est encore finalement ouverte en Argentine. En fait, une personne qui me manque, c'est un peu Crétin aussi, troisième ligne de Lou. Je me demande si il était blessé, il me semble, l'année dernière. Je me demande si sur le retour bientôt, parce que c'est quand même quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ce sera dur de revenir pour lui. Parce que le nombre de très bons joueurs, l'éclosion justement de Roumat dont on a parlé, etc., fait que les places en troisième ligne, elles sont quand même très très chères aujourd'hui avec l'équipe de France. Le 9-10, on voit bien sûr Dupont, mais malheureusement, il me semble que Ntamak est blessé, donc on a Jalibert en remplaçant. J'ai entendu un rumeur, peut-être Ramos, on ne sait pas. Le Garec, il serait pas là, si j'ai bien compris, en remplaçant, donc peut-être ça serait Serein plutôt. Mais je me demande pourquoi pas un Baptiste Couillou de Lou ou peut-être Baptiste Genot aussi du Clermont. Ouais, le Garec s'est blessé. Dupont est évidemment indéboulonnable. Il revient. Tout le monde espère qu'il va porter cette équipe de France. Moi, j'ai été extrêmement surpris de voir que Couillou n'est pas sélectionné. Je sais pas ce qui se passe avec Couillou, qui pour moi est vraiment meilleur que Lucu. C'est mon point de vue, hein, c'est pas un critère objectif, et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi Lucu, qui finalement n'a pas percé, s'est fait un peu piquer sa place par le Garec de numéro 2, se retrouve quand même à passer devant Couillou avec les performances que fait Couillou avec le Loup. Je comprends pas très bien. Maintenant, voilà, ça reste de toute façon des gens qui sont dans l'ombre d'Antoine Dupont et qui, pour le temps de jeu qu'on va leur donner, c'est-à-dire entre 10 minutes et une demi-heure, feront le job de façon certaine. Et puis à l'ouverture, Jalibert qui tient le job, hein, quand Ntamak est pas là et qui reste un excellent joueur, qui fait des super matchs avec l'UBB, donc franchement, on n'a pas à rougir avec lui. Doublé de probablement Berdeux, le Lyonnais, qui fait quand même une belle saison. Et puis on a le couteau suisse, hein, Thomas Ramos, ça peut jouer 10 et c'est du très très haut niveau en 10 aussi. Donc je suis pas très inquiet, bien que l'absence d'Ntamak soit toujours bien sûr un motif de tristesse pour nous, tellement on aime quand il est là. C'est marrant parce qu'il était couteau suisse depuis longtemps en fait, Ramos, et finalement c'est à tourner dans son faveur en fait. Donc je trouve ça vraiment chouette pour lui qui perce comme ça depuis pas mal de temps maintenant. Oui, parce que c'est pas un simple couteau suisse, c'est un couteau suisse de très très haut niveau, quoi. C'est-à-dire que c'est un couteau suisse mais qui est super tranchant de toutes ses lames, quoi. Donc forcément ça finit par marcher. En parlant de UBB, il y a quand même Penaud sur un côté et Louis Bielbarré. Vraiment, c'est du top niveau là. C'est du mondial en fait, je trouve, au niveau des ailiers. Villiers et le jeune Théo Atisso-GB, si j'ai bien prononcé. Donc, il y a des choses sympas à voir là. Voilà, on est extrêmement gâtés. On a des profils différents. On a Damien Penaud, dont on a tellement parlé ici, avec ses capacités à faire basculer un match sur ses jambes qui sont complètement hors du commun. Bielbarré qui a prouvé avec un gabarit de poche, hein, qu'il avait une vitesse et un sens du jeu qui lui permettait de figurer dans toutes les équipes types. Donc il finit toujours par y arriver et continue de faire des miracles. Et puis des joueurs un petit peu plus laborieux, on va dire, mais tellement complets, tellement fidèles comme Lebel, comme Villiers, etc., qui sont remarquables. Donc là aussi, de quoi rivaliser, même si, en face, quand il y a Téléa, c'est quand même compliqué pour n'importe qui. Ah oui, c'est certain. En centre, en fait, on a Ficou Danti qu'on aime bien. En fait, c'est Mathieu Lator qui aime bien l'idée de dentifriche. Il est assez content par ça. Il y a aussi Gaëtan qui est jeune, Costes qu'on avait parlé, et Moefana. On est quand même pas mal, mais il y a certains peut-être des preuves à faire sur le terrain, je dirais. Oui, on a beaucoup de jeunes joueurs et d'inconnus. On a des vieux joueurs qui ont fait leurs preuves, mais qui doivent faire leurs preuves, qui sont encore au niveau pour rivaliser contre les Blacks, par exemple.
Et c'est vrai que Danty a tenu la baraque au centre pendant pas mal d'années, dans un style de jeu quand même assez physique, assez punchy. Est-ce qu'il a encore les jambes pour faire ça maintenant qu'il prend un petit peu d'âge? Et c'est pas du tout lui faire insulte que de dire ça. C'est un challenge, c'est un défi. Et on a des joueurs qui sont pas complètement dans son registre, qui vont potentiellement venir lui chatouiller et prendre sa place. Donc au centre, pour moi, c'est un des postes d'interrogation aujourd'hui. Beaucoup de potentiel, beaucoup de bons joueurs, peu de certitude sur l'attelage, le dentifrice, rien que pour le jeu de mots, je valide. Mais sur l'attelage, je pense que on risque de voir des choses qui changent dans les mois qui viennent à ce poste avant qu'on retrouve un ou deux cadors du poste qui vont nous emmener maintenant jusqu'à la Coupe du Monde 2027, quelque chose comme ça, une trajectoire longue avec des tauliers du poste. Pour moi, au centre, c'est une des vraies questions d'équipe de France là. En arrière, on a déjà parlé de Ramos, mais aussi il faut parler de Burros. C'est son première sélection à 27 ans, lui de UBB. Ça, c'est sympa à voir. On aime bien les histoires comme ça. Sinon, potentiellement, Léo Barré de Stade Français, 22 ans, avec 4 sélections. Et assez grand aussi. Oui, grand joueur à potentiel, joueur d'avenir, ce que n'est pas forcément Burros parce qu'il a déjà 27, mais ça n'empêche pas de faire quelques saisons et de faire des tournois à destination et de s'éclater. Il peut prendre sa place, hein. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui joue en 10, Ramos est quand même le titulaire indiscutable de ce poste. Et moi, j'aurais bien aimé, mais parce que je l'adore et je suis pas objectif, j'aurais bien aimé que Brice Dulin soit à nouveau dans le groupe. Il fait une saison formidable avec La Rochelle et il montre quand même souvent à quel point il a un talent fou et sur les ballons hauts et sur les capacités à trouver des trous de souris pour remonter des ballons et faire jouer ses partenaires. Mais je continue de beaucoup aimer la classe de ce joueur, donc je regrette qu'il soit pas en bleu. Et voilà pour la France. On va parler rapidement de notre premier adversaire, c'est le Japon. Le Japon, ils nous ont capturé nos corps avec une victoire en Coupe du Monde en 2015 contre l'Afrique du Sud, si vous vous souvenez. Après des excellents hôtes pour nous en 2019, où là, on avait créé ce podcast à l'époque, mon cher Théo. Ils étaient plutôt pas mal en 2023 aussi chez nous. En fait, ils avaient gagné 2 matchs de poule contre Chili et contre Samoa quand même, mais ils ont perdu contre l'Angleterre 39-12 et ensuite contre l'Argentine 39-27. Par la suite, intéressant, c'est Eddie Jones qui est de retour en fait depuis décembre. Il est parti, si vous vous souvenez, il est parti d'Australie après un Coupe du Monde très décevant. Il est reparti vers le Japon. Par la suite, quelques défaites assez importantes, on va dire contre l'Angleterre, défaite aussi contre Géorgie, c'est un peu dommage, contre l'Italie. Après, ils arrivent à battre des équipes moyennes, on va dire. Ils ont battu Canada 55-28, USA 41-24 et Samoa 49-27. Ils étaient demi-finalistes. Ils ont fini 2e dans le Pacific Cup Championship, Pacific Nations Cup, il me semble. Donc c'était contre Fidji. Ils ont perdu contre Fidji. Bon, le dernier match c'était contre Nouvelle-Zélande. Ils ont perdu 64-19. C'était quelque chose. Mais pendant 20 minutes, c'était pas mal. Ils avaient, je pense, marqué 3 essais dans les premières 20 minutes. C'était assez agréable à voir. Le Japon, dans cette équipe, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a pas mal de deuxième ligne qui viennent direct de Nouveau Z. C'est un jeu qui est très rapide. Quelques centres aussi qui viennent des îles, des Tongiens, etc. Beaucoup d'engagement qu'on aime bien, très courageux, un rugby qui est très agréable à voir. Un des seules équipes qui ont un vrai style à eux, très propre et solidaire. Au niveau des noms, un des capitaines ou anciens capitaines, c'est Atoshi Sakata, qui est un talonneur. Il y a aussi le 10, parfois il est 10, parfois il est 15, il s'appelle Lee. Il a 23 ans, déjà 19 caps. C'est un peu le Romain Ntamak, on veut dire japonais, avec des jolis cheveux. En fait, parfois aussi, on peut voir Harumichi Tatekawa, qui est en 10 aussi, et parfois capitaine. C'est un peu l'ancien de l'équipe. Et pour le jeune, il y a un jeune 15 de 20 ans. Il s'appelle Yoshikita Yazaki. Est-ce que tu as apprécié toutes mes prononciations, voilà, mon cher Théo? C'est incroyable. Et alors là, les progrès que tu as fait en prononciation de noms improbables, Thierry, je suis absolument fasciné. Je pense que il faut absolument qu'on marque ce jour d'une pierre blanche. Non, difficile pour nous de nous retrouver dans cette jungle, effectivement, de noms japonais. Tradition d'aller chercher des joueurs en Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont pas très loin, hein, ils sont à la verticale un peu au-dessus si on regarde un globe. Donc il y a pas mal de joueurs qui avaient l'habitude de s'expatrier là-bas et qui ont fini par jouer dans cette équipe des
comment il s'appelle? Blossoms. Brave Blossoms. Brave Blossoms, voilà. Ouais. Et pour nous, ça a toujours été une équipe qui nous pose des problèmes, voilà, parce que ils ont un rugby très propre, très déterminé, assez chirurgical, assez rapide, et on fait sans doute un peu systématiquement un petit complexe de supériorité en se disant que de toute façon on va les battre à la fin et que donc on verra bien comment. Et on a souvent eu des difficultés à prendre le score tôt dans le match, comme le font typiquement les Néo-Zélandais ou comme toute bonne vieille équipe britannique. S'ils peuvent en passer 60, ils le font sans mollir. Nous, c'est un peu plus compliqué pour nous. Donc nous, on a quoi comme objectif? 60 points ou 40? Tu vas mettre combien de points contre le Japon? J'en sais rien. Pour moi, c'est un petit peu une revue. C'est un match avec beaucoup moins d'enjeux parce que si on gagne, ce sera normal, et si on perd, ce sera un accident sans conséquence. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de se motiver. Si on leur en mettait 50, ce serait super. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est voir un beau match de rugby avec des essais des deux côtés. J'en serais ravi, avec une victoire des Français et avec nos chouchous qui font le job et qui se rassurent pour arriver remonter à bloc et plein de confiance contre les Blacks. Voilà. Ouais, un plaisir de retrouver nos Bleus, quoi. Exactement. Et si Antoine Dupont pouvait nous faire un petit doublé ou un petit triplé pour prendre la lumière sur lui, et puis que les Blacks fassent un plan anti-Dupont, et que ce soit Penaud qui sorte le grand jeu ce jour-là parce que ils seront concentrés sur Antoine Dupont, ce sera parfait. Ouais, tu parlais on va parler un peu des top 14 aussi, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait dans son retour, Antoine Dupont. Il revient après un Roland Cooper, etc., un repos bien mérité, et il marque 3 essais dans son premier match de retour. C'est un truc de ouf, mais c'est impossible. 3 essais en 12 minutes. C'était complètement lunaire. C'était inhumain. C'était absolument hallucinant. Ouais, franchement. Allez, on va parler un peu de ça. Moi, j'aimerais bien parler de semaine 8 parce qu'il y avait des matchs de folie. On va parler de ton Racing à toi. En fait, vous étiez largement devant et finalement presque donné le match en fait à Perpignan. Finalement, c'était 30-23, mais c'était beaucoup plus laborieux à la fin que ça aurait dû être. Oui, le Racing est une équipe qui se cherche. Bon, en 2 matchs, ils se sont quand même un peu plus trouvés parce que là, ils viennent d'enchaîner deux victoires, mais c'est vrai que ils ont beaucoup de mal à dérouler un jeu de bout en bout et à avoir des convictions, contrairement aux grandes équipes. Donc, c'est ce qui prouve qu'ils sont encore en chantier, mais ils ont quand même bien réagi par rapport au début de saison où ils avaient été un petit peu à la ramasse en perdant, il est vrai, de très peu de points, mais en perdant quand même beaucoup trop pour une équipe de ce calibre. Après, sur la période récente, sur les 2 dernières journées, on a malheureusement pour Vannes, pour l'instant, une succession de revers qui fait qu'ils sont bien accrochés à dernière place et que ça commence à sentir un petit peu la Pro D2, même si au score ils sont pas complètement décrochés puisque ils ont quand même déjà gagné 2 matchs. Et le match contre Castres, il était magnifique en fait. Il était magnifique. 34-28, incroyable. Franchement, ils sont derniers, mais ils sont pas du tout derniers sans avoir le niveau. Donc c'est ça qui est un petit peu cruel, je trouve, pour eux. On a une équipe de La Rochelle qui souffle un peu le chaud et le froid, qui avait perdu à Montpellier et qui là ce week-end a battu le Stade Français, lequel Stade Français est dans une situation au classement tout à fait catastrophique puisque ils sont 13e sur 14 et que devant eux il y a Pau, Montpellier, Lyon, Perpignan, le Racing, enfin que des équipes qui ont vraiment pas envie de descendre non plus. Donc pour le Stade Français c'est une situation qu'on peut qualifier forcément d'inquiétante et de problématique. Et puis alors le gros coup du week-end, c'est Bayonne qui arrive à s'imposer contre Toulouse. Donc Bayonne qui grimpe à la 4e place au classement, ce qui leur est pas arrivé quand même depuis longtemps, qui confirme année après année qu'avec un projet très très bien pensé autour d'un public fervent, d'un stade qui est fait pour recevoir ce public fervent, d'un recrutement ciblé, intelligent, où ils vont chercher des joueurs qui étaient partis, qui reviennent au bercail. Ils se construisent une identité, et cette identité au rugby, en fait, elle vaut de l'or. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de joueurs vont vouloir aller jouer à Bayonne parce que c'est Bayonne. Si Bayonne commence à jouer les premiers rôles, c'est une équipe qui peut se mettre à vraiment casser la baraque. Accessoirement, ils ont complètement enterré Biarritz et les histoires de fusion avec Biarritz, de club de Côte Basque et tout ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils faisaient une connerie à pas fusionner. Et les faits me disent le contraire. J'en suis ravi pour eux parce que je trouve que c'est une équipe qui mérite complètement sa place aujourd'hui et qui donne un grand vent de fraîcheur
dans ce top 14 sur le thème finalement c'est pas forcément les mieux dotés financièrement qui font le plus rêver. Chapeau. Moi c'est ça aussi que j'aime dans les aventures sportives. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable sur Canal+. Il y avait tout le monde qui chantait au début le chanson et en fait ils avaient mis les mots et tout et je trouvais ça magnifique. C'est rare en fait où tu regardes un début de match où il y a tout le monde qui chante le chanson et franchement c'était trop bien et ça te donnait forcément ils allaient gagner de façon qu'ils étaient tellement, on va dire tous les fans, ils étaient tellement unis. C'était incroyable de voir ça. C'est extraordinaire. Il faut aller sur YouTube et regarder, taper tout simplement Tifo Peña Bayona. Ça dure 2 minutes, mais on voit ce public qui chante d'un seul cœur avant les matchs, mais c'est ce qu'on appelle le 16e homme. Ça veut dire quelque chose. C'est vraiment une ambiance absolument extraordinaire. Et ça, les dirigeants de ce club et ceux qui ont toujours cru au destin de l'Aviron Bayonnais, qui est un club historique, qui a fourni tellement de joueurs à l'équipe de France et qui mérite tout simplement cette place-là parce que ils ont été se le chercher avec beaucoup d'intelligence et avec aussi, c'est un peu galvaudé comme terme, mais leur cœur, tout simplement. Voilà, c'est un club qui a du cœur. Ça fait plaisir à voir, c'est tout. Ouais, et incroyable de pouvoir battre une équipe qui a mis 57 points à Toulon la semaine d'avant. C'est bon, ils avaient pas tout à fait la même équipe. Oui. C'était un petit peu l'équipe B quand même, mais on sait bien que le Stade Toulousain l'année dernière a gagné énormément de matchs à l'extérieur avec cette équipe B, avec son équipe B quand les joueurs étaient pas là. Le Stade, ils sont obligés de s'organiser pour ça tellement ils ont d'internationaux. Ils doivent avoir 2 équipes compétitives puisque entre les internationaux français et les internationaux étrangers, pendant les phases internationales, ils ont personne. Les titulaires sont tous barrés, donc il vaut mieux avoir des mecs qui tiennent la route derrière. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Bayonne, ils sont 4e, mais en fait, ils ont les mêmes, on va dire tout le monde est 6 et 3. 1, 2, 3, 4. En fait, tout le monde a 6 victoires et 3 défaites. Le 1, c'est Toulouse, le 2, Bordeaux, La Rochelle et 4e, c'est Bayonne. Et je trouve ça marrant, c'est vraiment tout proche. C'est un championnat à nouveau qui est magnifique, qui donne lieu à des matchs extrêmement disputés. Et franchement, bon, à part Montpellier, qui, encore une fois, je trouve, il ne se dégage rien de cette équipe. J'en suis désolé pour eux. Hein, j'ai rien contre eux, mais je trouve que et Lyon qui alterne le très bon et puis le passage à vide. Moi, je trouve que toutes les équipes ont des très très belles choses à raconter. De là à dire que je voudrais que ce soit Montpellier et Lyon qui descendent, c'est pas vrai. J'ai rien contre les Montpelliérains ni les Lyonnais, mais pour moi, c'est les 2 équipes qui me racontent moins quelque chose. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser quand je les vois. J'ai du mal à les supporter quand je les vois. Voilà, ça s'explique pas. C'est comme ça. Tu sais, c'est marrant parce que en parlant de Bayonne que j'avais vu les 2 derniers matchs et j'ai noté quand même Camille Lopez. Parfois on moque de Finn Russell qui, tu vois, qui a un petit bide mais qui est assez costaud. Mais comme il prend cher Camille Lopez, mais chaque fois il est plaqué par des gros numéros 6 et 7, mais il est juste mangé. Mais en fait il se relève. Et il y a un côté en fait dans le foot américain en ce moment, on dit que les bons quarterbacks en fait c'est pas des tout petits, c'est pas des tout minces, mais c'est des mecs avec 15% de graisse. En fait il faut avoir un peu de muscle, mais il faut un peu de gras pour résister. Et là, je comprends un peu mieux. Mais les gars qui sont un peu Camille Lopez et Finn Russell, qui sont un peu plus, un peu plus dad bod que Arnold Schwarzenegger, etc. En fait, c'est une bonne chose pour eux et ça explique sa longévité de carrière aussi. Camille Lopez est quand même plus costaud que Finn Russell. Hein. Un peu plus. Hein. mais quand même, complètement dans le même sac. Mais quand on dit qu'il était allé à Bayonne, on pensait c'était fin de carrière. Là, il a 35 ans. Mais dis donc, les passes de pied qu'il fait, c'est incroyable. C'est la preuve d'un recrutement extrêmement intelligent des dirigeants bayonnais. Ils ont été chercher des joueurs avec une âme. Camille Lopez, c'est un mec qui a fait une très belle carrière, qui était peut-être un peu limité physiquement pour faire une très grande carrière internationale, mais qui fait une magnifique carrière de joueur de rugby. Et en fait, il est tellement expérimenté et c'est un joueur généreux, etc. Donc, en plus, il va amener avec lui les mecs qui seront les futurs numéro 1 du poste quand lui, il aura pris sa retraite. Et il a beaucoup de choses à leur apporter. Donc, c'est un recrutement extrêmement intelligent. Si on parlait vite fait de Pro D2, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Bon, très vite, une tête de Pro D2 avec Montauban et Biarritz, donc là aussi Biarritz finalement sera peut-être à nouveau en top 14 l'année prochaine, je sais pas. Derrière Grenoble, Provence Rugby qui a fait un très gros recrutement et Brive qui sont pareil à proximité, qui ont fait des
des très très bons débuts de saison. Et puis voilà, Nevers, le Stade niçois, Valence Roman et le Stade Montois, un peu plus embêtant pour les amoureux des clubs historiques, qui clôturent cette Pro D2. Mais enfin, on en est encore qu'au début, donc je pense que tout le monde a encore sa chance dans cette saison. C'est un niveau qui a considérablement augmenté. Si on regarde des matchs de Pro D2 sur Canal, franchement, on voit que ça joue très très bien. Et on a des grands noms, hein, Georges Nors à Provence Rugby, Lose à Brive. Enfin, c'est quand même du super costaud. C'est un très beau championnat, une vraie belle antichambre du top 14. Ouais, je vous rappelle, il y a un petit chaîne YouTube aussi qui fait des super pour tous les semaines, en fait, fait de super petits debriefs, c'est vachement bien fait. Tiens, la dernière fois, on a parlé un peu d'élections aux States, mais en fait, il y avait une élection dans le rugby français aussi. Ah oui, il n'y a pas eu les mêmes enjeux, on n'a pas eu besoin de recompter les voix, puisque Florian Grill a gagné très très largement. Donc il y avait eu une campagne qui avait été un petit peu pénible parce que elle avait tourné sur des à côté du rugby. Il y avait eu, je trouvais, un peu de l'instrumentalisation de l'opposition, des affaires dramatiques de cet été pour mettre ça sur le dos de la gouvernance actuelle et de Florian Grill. Honnêtement, je trouvais ça un peu ridicule et aussi un peu dégueulasse. Bon, heureusement, maintenant, l'élection, elle est derrière nous. Le vainqueur qui s'appelle Florian Grill, que moi je regarde depuis longtemps et que je connais un petit peu, c'est pour moi un type remarquable. Je pense qu'on a énormément de chance d'avoir quelqu'un de ce niveau-là qui se soit engagé pour notre sport, parce que c'est un mec d'une grande probité, c'est un mec qui a un sens de l'éthique, c'est un mec absolument passionné de façon profonde et très ancienne par le rugby, comme souvent les candidats à la Fédé, mais qui a aussi eu une carrière professionnel, qui a géré son entreprise avec succès, qui n'a pas fait sa vie sur le rugby, avec le rugby, par le rugby. Voilà. En revanche, maintenant, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est un président pour le rugby. Et je pense que c'est un mec de très bon niveau. Et à mon avis, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Je sais que il soutient également la candidature à World Rugby d'Abdelatif Benazi, qui était un grand international français, qui, pour les amoureux du rugby des années 90, nous a laissé des souvenirs absolument indélébiles. Il m'a l'air un peu en difficulté dans la candidature face à l'Australien. Derrière ce que j'ai lu, il me semble pas tout à fait favori. Bon, c'est pas grave. En tout cas, faut renforcer la présence dans les instances internationales de Français. Donc, si Abdel pouvait y avoir une bonne place, ce serait top. Mais en tout cas, moi, je suis heureux qu'il y ait un mandat clair, gagné à quasiment 70% des voix pour 4 ans. Plus d'élections à venir. Maintenant, l'équipe en place va pouvoir bosser. Et Dieu sait qu'il y a du boulot. Mais moi, je suis soulagé que ce soit cette issue-là qui soit sortie des urnes. Bah super, ça au moins ça couvre jusqu'à la prochaine Coupe du Monde aussi. Exactement. Là, on ouvre un cycle complet et ça va nous porter jusque là. Et puis maintenant, il faut être champion du monde en 2027. Voilà. Tu parlais d'Abdel Benazi, c'est un nom que nous deux, on avait parlé comme potentielle personne à inviter. Je voulais juste aussi dire à nos chers écouteurs que l'année dernière, j'avais fait un petit mini-série qui s'appelait Rugby Solidaire, en fait, sur des petites actions, des associations, ce genre de choses dont le rugby. J'aimerais bien le refaire, donc je suis à la recherche de 5 ou 6 différentes associations ou idées qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à revisiter ces podcasts de l'année dernière pour avoir une idée de quoi s'agit-il, et je suis ouverte à des idées par nos chers écouteurs si vous connaissez une association ou qui pourrait être intéressant pour que je les donne un peu de lumière. Donc voilà. Et en parlant de ça, bien sûr, n'oubliez pas que c'est Movember. Donc si vous n'avez pas encore fait votre moustache, peut-être c'est le moment et d'aller sur movember.com et chercher Pack de Potes et donner un tout petit peu de sous, 15 €, 20 €, c'est très bien pour la bonne cause. Merci Thierry pour toutes ces bonnes idées, ces bonnes initiatives. J'espère qu'on aura l'occasion effectivement d'interviewer des gens passionnants au mois de décembre. On a quelques plans. Abdel, ce sera peut-être un peu compliqué parce que s'il est élu à World Rugby, il sera intouchable, et s'il n'est pas élu, il sera déçu. On n'a peut-être pas envie de l'emmerder à ce moment-là. Mais on verra, on essaiera peut-être quand même. Quoi qu'il en soit, moi j'étais ravi d'avoir cet épisode avec toi. On se retrouve la semaine prochaine après le premier match des Bleus contre les Japonais, et après également Irlande All Blacks, comme je vous ai dit. Et ça va être un grand moment. En tout cas, n'oubliez pas sur les réseaux de
liker nos épisodes et de les partager avec ceux qui vous semblent être compatibles avec notre état d'esprit, c'est-à-dire être sérieux mais cool et aimer le rugby. Bah écoute, super semaine à toi et à tous nos chers écouteurs. Bisous à notre copain Charlie et à très très bientôt, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao ciao. Très vite Charlie, bye bye.